Le monstre de l'Oust. Je m'appelle Jan Kermarek et je suis pêcheur depuis l'âge de 6 ans. Mon père m'avait appris sur les rives de l'Oust, près de Redon, avec cette patience bretonne qui se transmet de génération en génération comme un héritage sacré. Aujourd'hui, c'était au tour de mon fils Gaëtan de découvrir cette passion qui coule dans nos veines comme la sève dans les chênes centenaires de nos landes. Le 15 juin 2024, le soleil perçait à peine les brumes matinales quand nous avons pris la route vers notre spot secret, un méandre de l'Oust que mon grand-père appelait Tul An Anku, le trou de la mort. Un nom qui me faisait sourire autrefois, pensant qu'il venait simplement du fait que les gros brochets y pullulaient. Si j'avais su... Gaëtan sautillait d'excitation dans la voiture, ses petites mains agrippées à sa canne toute neuve, un modèle junior que j'avais choisi avec soin chez Decathlon à Vannes. Ses yeux brillaient de cette ferveur que seuls les enfants savent porter, cette soif de découverte qui me rappelait mes propres débuts. « Papa, tu crois qu'on va attraper un gros poisson ?» me demanda-t-il pour la 10e fois. « Peut-être, mon bonhomme, mais le plus important, c'est d'apprendre. La pêche, c'est de la patience avant tout. » Nous nous sommes installés vers 7 heures du matin sur la berge, là où l'eau formait une profonde fosse d'au moins 4 mètres. L'endroit était magique. Des saules pleureurs caressaient la surface de leurs branches, créant des zones d'ombre parfaites pour les carnassiers. J'ai commencé par montrer à Gaëtan comment écher un ver de terre, comment tenir sa canne, comment lancer sans emmêler le fil. Ses premiers essais étaient maladroits, mais j'aimais voir cette concentration intense sur son petit visage. Il avait hérité de mes yeux verts et de la détermination de sa mère. Vers 9 heures, il a eu sa première touche, un petit gardon qui l'a fait crier de joie. J'ai immortalisé le moment avec mon téléphone, pensant que ce serait le plus beau souvenir de notre sortie. Comme j'avais tort. Vers 11 heures, j'ai décidé de lui montrer une technique plus avancée, la pêche au vif. J'ai attrapé un gardon de belle taille que j'ai éché vivant sur un hameçon triple. Tu vois, Gaëtan, parfois il faut utiliser un poisson pour en attraper un plus gros. C'est la loi de la nature. J'ai lancé l'ensemble vers le milieu de la fosse, là où l'eau était la plus sombre, presque noire. Le gardon s'est débattu quelques instants avant de reprendre une nage normale, descendant lentement vers les profondeurs. Maintenant, on attend. Dans ce genre d'endroit, il peut y avoir des brochets de plus d'1 mètre, ou même des cendres. C'est alors que ça a commencé. D'abord, un léger remous à la surface, comme si quelque chose de massif venait de passer en dessous. Puis un autre, plus prononcé. Mon indicateur s'est mis à vibrer légèrement. « Papa, il y a quelque chose !» a chuchoté Gaëtan, les yeux écarquillés. J'ai hoché la tête, concentré sur ma ligne. 30 ans de pêche m'avaient appris à reconnaître les signes. Ce n'était pas un brochet qui testait l'appât. Ce n'était pas non plus un cendre. Les vibrations étaient différentes, plus intelligentes. Soudain, ma canne s'est pliée en 2 avec une violence inouïe. Le fil s'est tendu comme une corde de guitare et le moulinet s'est mis à hurler, crachant du fil à une vitesse terrifiante. J'ai failli lâcher la canne, tant la secousse était puissante. « Bon sang !» ai-je juré, me levant d'un bond. Gaëtan a reculé instinctivement. Ce qui tirait au bout de ma ligne n'avait rien à voir avec les poissons que j'avais l'habitude de combattre. La puissance était phénoménale, comme si j'avais ferré un tronc d'arbre animé d'une volonté propre. Le combat a duré 20 minutes. 20 longues minutes pendant lesquelles cette chose m'a trimballé de gauche à droite le long de la berge. Mon bras droit commençait à me faire mal, mes muscles tremblaient sous l'effort. Plusieurs fois, j'ai cru que ma canne de carbone allait se briser net. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» murmurait Gaëtan, collé contre moi. Je ne sais pas, mon grand, mais c'est gros, très gros. Petit à petit, j'ai réussi à fatiguer le poisson. Il remontait vers la surface par à-coups et je commençais à distinguer une forme massive dans les profondeurs troubles de l'Oust. Quand j'ai enfin vu ce que j'avais au bout de ma ligne, mon sang s'est glacé. C'était un silure. Mais pas n'importe lequel. La bête mesurait facilement 3,50 m, peut-être plus. Sa tête était énorme, large comme un pneu de tracteur, avec une gueule béante garnie de milliers de dents microscopiques.
Ses barbillons flottaient autour de sa bouche comme des serpents aquatiques, et ses petits yeux noirs me fixaient avec une intelligence qui m'a donné des frissons. Mais le pire, c'était sa couleur. Au lieu du brun vert habituel des silures, celui-ci était d'un noir d'encre, presque luisant, avec des reflets métalliques qui captaient la lumière du soleil comme du métal poli. Et il y avait quelque chose d'autre, des cicatrices. Partout sur son corps, des marques blanches qui ressemblaient à d'anciennes blessures, comme s'il avait survécu à de nombreux combats. « Recule, Gaëtan, recule maintenant !» Mon fils a obéi sans discuter, sentant la peur dans ma voix. Le silure était maintenant à 2 mètres de la berge, et je réalisais l'ampleur de mon erreur. Ce poisson était trop gros, trop puissant. Je n'avais ni l'équipement ni l'expérience pour le sortir de l'eau en sécurité. J'ai essayé de détendre le frein de mon moulinet pour le laisser repartir, mais c'est là que tout a basculé dans l'horreur. Au lieu de fuir vers les profondeurs, le monstre a fait quelque chose d'impensable. Il a foncé vers la berge. L'eau a explosé dans un geyser d'écume quand 3,50 m de muscles et de rage ont émergé à moins d'1 mètre de mes pieds. La gueule du silure s'est ouverte, révélant un gouffre rose bordé de dents. Et j'ai entendu ce son que je n'oublierai jamais. Un grondement sourd, presque un rugissement, qui venait des profondeurs de sa gorge. J'ai lâché ma canne et j'ai attrapé Gaëtan pour le tirer en arrière, mais mes pieds ont glissé sur la terre humide de la berge. Nous sommes tombés tous les deux, et quand j'ai relevé la tête, le silure était à moitié sorti de l'eau, sa queue battant furieusement la surface, propulsant son corps massif vers nous. « Cours, Gaëtan, cours !» Exclamation Marc. Mon fils s'est relevé et a sprinté vers les arbres sans se retourner. Dieu merci, il m'a obéi. Moi, j'étais cloué au sol par la terreur et la fascination morbide. Cette chose, cette abomination, essayait de sortir de l'eau pour nous attaquer. Ça défait toutes les lois de la nature que je croyais connaître. Le silure a réussi à ramper sur près de 2 mètres sur la berge, ses nageoires pectorales servant d'appui, sa gueule béante cherchant à m'attraper. Ses yeux noirs me fixaient avec une haine pure, une intelligence malveillante qui n'appartenait pas au règne animal. J'ai rampé en arrière, mes mains cherchant désespérément quelque chose pour me défendre. Mes doigts ont trouvé ma gaffe, cette perche métallique que j'utilisais pour manipuler les gros poissons. Sans réfléchir, j'ai frappé de toutes mes forces sur la tête du monstre. Le métal a résonné contre son crâne comme contre une enclume. Le silure a émis un nouveau grondement, plus fort, plus rageur, mais il n'a pas reculé. Au contraire, il s'est propulsé plus avant sur la terre ferme, sa gueule claquant à quelques centimètres de ma jambe. J'ai frappé encore et encore, visant les yeux, la gueule, n'importe où. Du sang noir s'écoulait de ses blessures, mais la bête semblait infatigable. Pire, elle paraissait apprendre. Chaque fois que je portais un coup, elle anticipait le suivant, bougeant sa tête massive pour éviter mes attaques. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas un comportement de poisson en détresse, c'était de la chasse. Cette chose me chassait. Mes forces commençaient à décliner. Mes bras tremblaient sous l'effort, et le silure gagnait du terrain centimètre par centimètre. Sa respiration sifflante emplissait l'air matinal, un son horrible qui évoquait une forge de forgeron mourant. Dans un dernier élan de désespoir, j'ai visé son œil gauche avec la pointe de ma gaffe. L'acier a pénétré dans la chair noire avec un bruit écœurant, et pour la première fois, le monstre a reculé en poussant un cri qui m'a glacé le sang, un cri presque humain. Profitant de ce répit, j'ai bondi sur mes pieds et j'ai couru vers les arbres où Gaëtan m'attendait, tremblant de peur. Derrière moi, j'entendais le silure regagner l'eau dans un énorme éclaboussement, mais je ne me suis pas retourné avant d'être sûr d'être hors de portée. Quand j'ai enfin osé regarder, la surface de l'Oust était redevenue calme. Seuls quelques remous attestaient de ce qui venait de se passer. Ma canne avait disparu, probablement brisée et emportée par le courant. « Papa, qu'est-ce que c'était ?» a murmuré Gaëtan, des larmes dans les yeux. J'ai pris mon fils dans mes bras, essayant de masquer mes propres tremblements. « Je ne sais pas, bonhomme. Je ne sais vraiment pas. »
Nous sommes rentrés à la maison en silence. Gaëtan n'a plus jamais demandé à aller à la pêche, et je ne peux pas lui en vouloir. Moi-même, j'ai rangé mes cannes au grenier et je n'y ai plus touché pendant des mois. Mais les questions me hantaient. Qu'était cette chose? Un silure mutant? Un prédateur venu d'ailleurs? J'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à éplucher les forums de pêche, à chercher des témoignages similaires. Ce que j'ai découvert m'a encore plus terrifié. Il y avait d'autres histoires, d'autres témoignages de pêcheurs qui affirmaient avoir été attaqués par des silures anormalement agressifs et intelligents, toujours dans des endroits reculés, toujours près de fosses profondes. Certains parlaient de poissons de plus de 4 mètres, capables de sortir de l'eau pour chasser. D'autres évoquaient des comportements impossibles, des silures qui suivaient les bateaux, qui semblaient étudier les pêcheurs avant d'attaquer. Le plus troublant, c'était la récurrence de certains détails. La couleur noire métallique, les cicatrices et surtout, cette intelligence dans leur regard. Un vieux pêcheur de la région de Nantes m'a contacté après avoir lu mon témoignage sur un forum. Il m'a raconté l'histoire de son grand-père qui pêchait la Loire au début du siècle dernier. L'homme parlait déjà de démons d'eau noire qui hantaient les rivières de l'ouest de la France. Des créatures venues des profondeurs, qui n'étaient pas tout à fait des poissons. Mon grand-père disait qu'ils étaient de là depuis toujours, m'a-t-il expliqué au téléphone d'une voix chevrotante. Bien avant les silures classiques, il les appelait les gardiens des eaux sombres. Selon lui, ils protégeaient quelque chose au fond des rivières, quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on découvre. Ces paroles m'ont donné des frissons. Protéger quoi? Et de qui? 3 mois après notre mésaventure, j'ai fini par retourner à Toul-Anankou. Pas pour pêcher, juste pour comprendre. J'avais besoin de voir cet endroit à nouveau, de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. La fosse était toujours là, noire et immobile. Mais quelque chose avait changé. L'eau semblait plus sombre, plus épaisse. Et il y avait une odeur, une puanteur de vase et de décomposition qui n'était pas là avant. En regardant attentivement, j'ai remarqué des détails troublants. Des branches d'arbres rongées au niveau de l'eau, comme si quelque chose les avait grignotées. Des traces sur la berge, des sillons larges et profonds qui partaient de l'eau pour s'enfoncer dans la terre. Et surtout, cette sensation permanente d'être observé. J'ai installé ma caméra étanche sur un trépied au bord de l'eau et je l'ai laissé filmer pendant 2 heures. Quand j'ai visionné les images chez moi, j'ai failli vomir. À plusieurs reprises, on voyait des formes massives passer dans les profondeurs. Pas une, mais plusieurs. Elles semblaient patrouiller, tourner autour de la caméra comme des requins étudiant une proie. Et vers la fin de l'enregistrement, l'une d'entre elles s'était approchée si près que son œil noir emplissait tout l'écran. Un œil qui me regardait directement, avec cette même intelligence malveillante que j'avais déjà vue. Pire encore, à la fin de la vidéo, on entendait distinctement un son, un grondement sourd qui montait des profondeurs, suivi d'autres voix similaires, comme si elles communiquaient entre elles. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai effacé tous mes enregistrements, supprimé mes messages sur les forums, et j'ai promis de ne plus jamais retourner à cet endroit. Certaines choses sont mieux laissées tranquilles. Mais parfois, quand je passe en voiture près de Loust, je ne peux pas m'empêcher de regarder l'eau. Et j'ai l'impression qu'elle me regarde aussi, avec ses profondeurs noires qui cachent des secrets que l'humanité n'est pas prête à découvrir. Gaëtan a maintenant 13 ans. Il n'a plus jamais voulu pêcher, mais parfois, il fait des cauchemars. Il rêve d'yeux noirs qui remontent des profondeurs, de gueules béantes qui sortent de l'eau pour l'attraper. Dans ces moments-là, je le serre contre moi et je lui murmure que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais au fond de moi, je sais que c'est faux. Car parfois, très tard dans la nuit, quand le vent souffle dans la bonne direction, j'entends encore ce grondement sourd qui monte des rivières. Et je sais qu'ils sont toujours là, dans leurs fosses sombres, attendant le prochain pêcheur assez téméraire pour venir troubler leur domaine. La pêche était ma passion depuis l'enfance. Aujourd'hui, elle est devenue ma malédiction. Car je sais ce qui se cache dans les eaux noires de nos rivières bretonnes. Et cette connaissance me ronge comme un poison, me rappelant chaque jour que l'homme n'est pas le prédateur ultime qu'il croit être. Il y a des choses
dans les profondeurs, qui sont bien plus anciennes et bien plus dangereuses que nous. Et elles nous observent.